Maman a texté, tu es banni de Noël, idiote. J'ai coupé les vivres, ignorant leurs 87 appels. Ma mère m'a envoyé un texto. Tu es banni de Noël, idiote. Pas un appel, pas une explication. Juste cette ligne cruelle, clignotant sur l'écran de mon téléphone. Pendant que les autres, à l'arrière-plan de l'appel que je venais de raccrocher, riaient. J'ai regardé le message, j'ai respiré, et j'ai dit « d'accord ». Puis j'ai méthodiquement coupé les vivres. Leur festin de Noël s'est effondré quelques jours plus tard, quand les factures impayées sont arrivées. Mon téléphone a explosé, 87 appels manqués. Et ce n'était que le début. Avant de tout vous raconter, avant de plonger dans les détails de cette trahison et de la vengeance qui a suivi, laissez-moi un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? 15 heures ici, 2 heures du matin là-bas? J'aimerais vraiment savoir qui partage cette nuit blanche ou cet après-midi avec moi. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, comment j'ai pu supporter d'être leur paillasson pendant si longtemps, et ce qui, finalement, m'a poussé à bout. Je m'appelle Aveline Roux. J'ai 27 ans. Je suis graphiste freelance. Je vis seule dans un petit studio charmant mais un peu vieillot dans le centre historique de Reims. Vous savez, le genre d'endroit qui a du cachet, avec des moulures au plafond et un parquet qui grince, mais aussi des fenêtres à simple vitrage qui laissent passer l'air glacial de la Marne en hiver. J'aime ma vie. Du moins, c'est ce que je me répète chaque matin en allumant ma machine à café. La vérité? La vérité, c'est que je suis surtout la solutionneuse de problèmes, la banquière non officielle, le filet de sécurité de ma famille. Ma famille, elle, vit à Épernay. Ce n'est pas le bout du monde, à peine 30 ou 40 minutes de route. Assez proche pour qu'ils puissent m'appeler pour une urgence, un samedi après-midi. Assez loin pour que je puisse, en théorie, avoir ma propre vie. En apparence, nous sommes l'image parfaite de la famille française de la région Champagne. Les photos de nous, souriant lors des repas du dimanche, abondent sur le compte Facebook de ma mère. On y voit mon père, Pascal, découpant le poulet rôti, ma mère, Sylvie, tenant le plat de gratin dauphinois comme un trophée. Des blagues, des traditions, une façade de bonheur provincial. Mais sous cette surface se cache un courant bien plus sombre, un courant fait de manipulation silencieuse, de favoritisme flagrant et d'une dépendance financière toxique. Je regarde l'écran de mon ordinateur. Mon application bancaire est ouverte. Nous sommes le 5 du mois. Mon loyer est passé. Mon assurance professionnelle aussi. Mes propres factures sont payées. Et puis, il y a cette ligne que je redoute, celle qui me fait soupirer à chaque fois. Je dois faire un virement. 150 €. C'est pour la facture EDF de mes parents. Encore une fois. Le mois dernier, c'était 120 €. Le mois d'avant, c'était la facture d'eau. Tout a basculé il y a 3 ans. Mon père, Pascal, un homme qui a travaillé dur toute sa vie comme ouvrier viticole, a eu une grave alerte cardiaque. Une opération d'urgence. C'était terrifiant. Nous avons tous eu si peur. Mais après la peur est venue la réalité financière. La mutuelle n'a pas tout couvert. Il restait une somme importante, plusieurs milliers d'euros, que mes parents, petits employés proches de la retraite, ne pouvaient tout simplement pas sortir. Sans réfléchir une seconde, j'ai vidé mon compte épargne, celui que je gardais pour un apport immobilier. Aveline, tu es notre sauveuse, avait pleuré ma mère, Sylvie, en me serrant dans ses bras à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Et j'avoue, je me suis sentie incroyablement bien. Importante. Utile. C'était la première fois que je me sentais vraiment vue par eux. J'avais besoin qu'ils aient besoin de moi. Mais le sauvetage ponctuel est devenu une habitude. Une attente. Juste cette fois, ma chérie, c'est devenu, tu comprends, ton père est fatigué, on ne veut pas l'inquiéter avec ça. Je suis devenue le filet de sécurité doré. Le mien, de filet, en revanche, était plein de trous. Ma tablette graphique, mon outil de travail principal, commençait à dater sérieusement. L'écran avait des latences, le stylet n'était plus aussi précis.
C'était un handicap dans mon métier. Mais je me disais, ça peut encore tenir un an. Cet argent, je l'utilisais pour payer le forfait Orange, famille, pour 4 personnes. 4. Alors que je vivais seule. 89,99 € par mois. C'est plus simple comme ça, ma chérie, disait ma mère. On peut appeler quand on veut, et Bastien aussi. Ah, Bastien. Mon cousin. Le Golden Boy. Il a le même âge que moi, 27 ans. Mais sa vie est un feu d'artifice permanent de succès, du moins, sur Instagram. Pendant que je comptais mes euros pour finir le mois après avoir payé leurs factures, Bastien postait une story depuis un bar à cocktail chic à Paris, levant un verre. Réunion au sommet avec des investisseurs. Ça sent le gros contrat. La vérité? L'investisseur, c'était moi. J'avais payé son loyer le mois dernier. 700 €. Juste pour me dépanner, cousine, le temps que le virement de mon client arrive. Le virement n'arrivait jamais. Ma mère adorait Bastien. Elle buvait ses paroles. Elle parlait de son dynamisme, de son esprit d'entreprise, de sa start-up. Quand il venait à Épernay pour le déjeuner du dimanche, c'était le roi. Il racontait ses projets, ses ambitions, et mes parents l'écoutaient, les yeux brillants. Moi? J'étais juste Aveline. La fiable. La stable. La solutionneuse en coulisses. Celle qui payait la facture d'Internet pour qu'il puisse liker les photos de Bastien sur Facebook. Je m'étais convaincue que c'était ça, l'amour. Sacrifier son confort, ses propres rêves, pour le bien-être des autres. Je me disais que mon tour viendrait. Qu'un jour, il se retournerait et verrait vraiment tout ce que je faisais. Je n'avais pas compris que plus je donnais, moins j'étais visible. J'étais devenue une commodité. Une ligne sur un relevé bancaire. Une fonction. Pendant des années, j'ai cru que j'étais leur pilier. Je n'avais pas réalisé que j'étais simplement leur paillasson. Et ce paillasson était sur le point d'être retiré de sous leurs pieds. Le drame n'est jamais arrivé comme un coup de tonnerre un jour d'été. Non. Il s'est infiltré, comme l'humidité dans les murs de mon vieil appartement. Goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce que le vase déborde. Et pour moi, ce vase a débordé début décembre. La période de Noël a toujours été compliquée. J'adorais l'ambiance, les lumières dans les rues de Reims, l'odeur du vin chaud. Mais cela signifiait aussi plus de dépenses, plus d'attentes. Cette année-là, j'étais particulièrement enthousiaste. J'avais décroché un gros contrat en novembre, et pour la première fois, je respirais financièrement. J'avais prévu de gâter tout le monde. J'avais même repéré un nouveau fauteuil relaxant pour mon père, pensant à son cœur. Tout a commencé, comme tant de drames modernes, sur WhatsApp. Le groupe Noël Famille Roux s'est réveillé de sa torpeur habituelle. Ma tante Hélène, la sœur de ma mère et la mère de Bastien, a lancé les hostilités par un message enjoué. Bon, on s'organise pour le réveillon du 24. Comme d'hab, chez Sylvie et Pascal? Qui amène quoi cette année? Immédiatement, les messages ont fusé. Ma mère, Sylvie, je m'occupe de la dinde farcie. La recette secrète de grand-mère. Tante Hélène, parfait. Serge et moi, on prend les huîtres de Cancale et le foie gras. Bastien, je gère le champagne. Faut bien fêter ma future réussite. J'amène Manon, ma nouvelle copine. Tante Hélène, oh, super. On va enfin rencontrer cette fameuse Manon. Les noms s'ajoutaient. Les plats se répartissaient. Je regardais mon téléphone, mon cœur commençant à battre un peu plus vite. Une boule d'angoisse se formait. Mon nom n'apparaissait pas. J'ai attendu. 5 minutes. 10 minutes. Rien. Tante Hélène a même ajouté, on dirait qu'on est au complet. J'ai fini par taper, essayant de paraître décontractée, légère, comme si de rien n'était. Et moi alors? Vous m'avez oublié? Je m'occupe du dessert? J'ai trouvé une super recette de bûche. Le silence. Un silence numérique, mais palpable. J'ai vu les petits points, Bastien est en train d'écrire. Apparaître. Ils ont disparu. Puis sont revenus. Et la réponse est tombée.
Une réponse publique, visible par tous. Désolée cousine, on fait ça en petit comité cette année. Et puis Manon est allergique aux chats, et tu as toujours plein de poils sur tes vêtements. Faut bien se comporter pour être sur la liste du Père Noël, hein? Le petit comité incluait mes parents, mon oncle, ma tante, lui, et sa nouvelle copine. Donc, tout le monde sauf moi. L'allergie aux chats? Je n'ai même pas de chat. C'était une excuse inventée, cruelle. L'émoji clin d'œil m'a frappé comme une gifle. C'était une moquerie. Une humiliation publique. J'ai attendu. J'ai prié. J'ai fixé l'écran, suppliant ma mère d'intervenir. D'écrire, arrête tes bêtises, Bastien, bien sûr qu'Aveline vient. Ne dis pas n'importe quoi. Rien. Un silence assourdissant de la part de mes parents. De mon père. De ma mère. Mes doigts tremblaient de rage et d'humiliation. Je ne pouvais pas répondre dans le groupe. J'ai quitté la conversation et j'ai appelé ma mère directement. Elle a décroché à la 3e sonnerie. En fond sonore, j'entendais des rires. Des éclats de voix. C'était la voix de Bastien. C'était ma tante Hélène. Ils étaient déjà chez mes parents. Ils préparaient la fête sans moi. Aveline? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée, là, dit-elle d'une voix froide, agacée. Maman, c'est quoi cette histoire sur le groupe? Pourquoi Bastien dit que je ne suis pas invitée? Il y a eu un blanc. J'ai entendu ma mère murmurer à quelqu'un, en mettant sa main sur le micro, mais pas assez bien, c'est Aveline. Elle fait encore des histoires. Laisse, je gère. Puis, elle est revenue au téléphone, sa voix dure comme de la pierre. Écoute, Aveline. Franchement, on est fatigué de tes réflexions. Ne complique pas tout. Tu as humilié Bastien la semaine dernière. Humilié? Mais de quoi tu parles? J'ai juste demandé quand il comptait me rendre les 200 € qu'il me doit depuis septembre. Tu l'as fait devant Manon. Sa nouvelle copine. Tu l'as mis dans l'embarras. Il essaie de construire quelque chose, et toi tu viens tout gâcher pour 200 malheureux €. Tu sais très bien qu'il est sur un gros coup. M'excuser? C'est mon argent. C'est moi qui paie vos factures pendant que... J'en ai assez, m'a-t-elle coupé, sa voix montant dans les aigus. J'en ai marre de ton attitude, de ton air supérieur. Tu n'es pas la bienvenue au réveillon tant que tu ne te seras pas excusé platement auprès de ton cousin. C'est clair? J'ai raccroché. Je ne sais même pas qui de nous deux a terminé l'appel. Je tremblais. Je fixais le mur de mon studio. Banni. Banni de ma propre famille pour avoir demandé mon dû. Banni de Noël. La colère était si forte qu'elle en devenait froide. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. De maman. Juste une ligne. Tu es banni de Noël, idiote. N'appelle plus avant de t'être excusé. Idiote. Le mot. Pas ma chérie. Pas Aveline. Idiote. Le même mot qu'elle utilisait quand je renversais mon verre d'eau à l'âge de 6 ans. Il pensait m'avoir puni. Il pensait m'avoir mise au coin. Ils venaient de signer leur propre arrêt de mort financier. Les 2 jours suivants ont été un brouillard. Un brouillard froid et gris, comme le ciel de Reims en décembre. Je fonctionnais en pilote automatique. Je me levais, je répondais à mes emails clients, je travaillais sur un logo pour un petit vigneron local. Je faisais mes courses au Monoprix, la tête basse, achetant des plats préparés que je n'avais même pas envie de manger. J'étais vide. La colère froide était toujours là, nichée au creux de mon estomac, mais elle était recouverte par une couche épaisse de chagrin et d'incompréhension. Comment ma propre mère, la femme pour qui j'avais vidé mon compte épargne, pouvait-elle me traiter avec un tel mépris? Me réduire à une idiote? J'évitais les réseaux sociaux comme la peste. Je ne voulais pas voir les photos des marchés de Noël, les préparatifs, les sapins décorés. Je ne voulais pas voir les preuves de mon exclusion, de ma solitude. Mais le soir du 2e jour, l'ennui et la tristesse m'ont poussé à ouvrir Instagram. Une erreur. Une erreur monumentale qui allait tout changer. La première story qui est apparue était celle de Manon,
la fameuse nouvelle petite amie de Bastien. Je ne la suivais même pas, mais Bastien l'avait taguée dans une de ses propres stories, et par une curiosité malsaine, j'avais cliqué. C'était une vidéo. Une vidéo courte, prise dans un bureau moderne, tout en verre, avec une vue imprenable sur Paris. Bastien, en costume sombre, était assis à une table de réunion, signant un papier. Il levait les yeux vers la caméra de Manon et souriait, triomphant. En surimpression, Manon avait écrit en lettres dorées, tellement fière de mon homme qui vient de décrocher le job de ses rêves chez Alpha Marketing grâce à son portfolio incroyable. Champagne. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement. J'ai arrêté de respirer. Alpha Marketing. C'était une des agences de design les plus en vue de Paris. Une de celles qui ne prenait que les meilleurs. Et, son portfolio ? J'ai mis la vidéo en pause. J'ai zoomé. Sur l'écran de l'ordinateur portable de Bastien, derrière lui, on pouvait voir un aperçu des planches de présentation. J'ai reconnu mes typographies. J'ai reconnu mes palettes de couleurs. J'ai reconnu mon projet de refonte de l'identité visuelle pour Veuve Renard, une petite maison de champagne fictive. Ce n'était pas inspiré de mon travail. C'était mon travail. C'était le projet sur lequel je travaillais depuis 6 mois. Mon projet passion. Celui que je polissais, que je perfectionnais chaque soir, tard dans la nuit, après mon travail de freelance. C'était mon chef-d'œuvre. Le portfolio que je comptais utiliser pour postuler chez Alpha Marketing moi-même, en janvier. C'était mon avenir. Mon rêve. Un flash. Un souvenir d'une clarté aveuglante. Bastien, le mois dernier, débarquant à l'improviste dans mon studio à Reims à 22h. Cousine. J'ai raté mon dernier train pour Paris, je suis dans la panade, je peux dormir sur ton canapé ? Bien sûr, j'avais dit oui. Il était resté 2 jours. Le lendemain, j'avais dû m'absenter pour un rendez-vous client. Il était resté seul dans mon studio. Mon ordinateur était allumé. Mes fichiers de travail étaient sur le bureau. Il avait dû les copier sur une clé USB. Il avait dû tout prendre. Tu peux me dépanner, cousine ? J'ai pas un sou et je dois rencontrer un contact à Paris. Je lui avais donné 50 €. Et l'autre souvenir. Les 500 €. Aveline, tu peux me dépanner de 500 €? Juste pour tenir le coup avant ce gros contrat. Je te jure, c'est du lourd, ça va changer ma vie. Il m'avait demandé cet argent la semaine après son passage chez moi. Il avait utilisé mon argent pour financer son voyage à Paris, pour payer son hôtel, pour présenter mon portfolio volé et décrocher mon job de rêve. L'humiliation. La trahison. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une rage pure, blanche, incandescente. Ce n'était plus une question de 200 €. Ce n'était plus une question d'invitation à Noël. Il avait volé ma carrière. Il avait volé ma vie. La Aveline gentille, celle qui excusait tout, celle qui payait tout, celle qui avait peur de faire des vagues, est morte à cet instant précis. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place ? Vraiment. Auriez-vous appelé la police pour plagiat ? Auriez-vous appelé l'entreprise Alpha Marketing immédiatement pour tout leur révéler ? Ou auriez-vous, comme moi, senti le besoin de préparer quelque chose de plus, méthodique ? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez, car à ce moment-là, j'étais seule, et cette rage était la seule chose qui me tenait debout. La Aveline qui restait, elle, n'avait plus rien à perdre. Et elle avait un plan. La rage ne m'a pas fait hurler. Elle ne m'a pas fait jeter mon téléphone contre le mur, même si l'envie était forte. Elle m'a rendu incroyablement calme. Froide. Méthodique. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fermé Instagram. J'ai allumé mon ordinateur. Mais je n'ai pas ouvert mes logiciels de design. J'ai ouvert Excel. Pas un journal intime pour y déverser ma peine. Un tableur. Froid. Implacable. Un livre de comptes. Je l'ai appelé le classeur. Je n'avais jamais fait ça avant. J'avais toujours payé et oublié, presque intentionnellement. C'était ma façon de gérer, de prétendre que ce n'était pas si grave. Par peur, sans doute.
Peur de voir la vérité en face. Peur de voir l'étendue du gouffre. Mais cette nuit-là, la peur avait disparu. Il ne restait que le besoin de savoir. J'ai commencé par mon compte courant. J'ai filtré les virements sortant vers les comptes de mes parents et de Bastien. Puis j'ai épluché 3 ans de relevés bancaires. Ligne par ligne. De minuit jusqu'à l'aube, éclairé seulement par la lueur bleutée de l'écran. J'ai créé des colonnes, date. Montant, en euros. Bénéficiaire. Et la colonne la plus importante, justification donnée, quand je m'en souvenais. La première ligne était facile. 5 décembre 2025, 150 €, Pascal Sylvie, facture EDF. Et puis j'ai remonté le temps. J'ai ouvert mes archives de mai, mes historiques de SMS. 1er novembre 2025, 89,99 €, Orange, forfait famille 4 lignes. 20 octobre 2025, 500 €, Bastien, dépannage avant contrat, le portfolio volé, point. 2 octobre 2025, 550 €, Pascal, pneu de la voiture. Je te jure que c'est la dernière fois. 1er octobre 2025, 89,99 €, Orange, forfait famille. 1er octobre 2025, 720 €, prélèvement crédit immobilier, juste ce mois-ci, la banque a fait une erreur. 15 septembre 2025, 200 €, Bastien, pour l'anniversaire de Manon, faut que j'assure, tu comprends. Ligne après ligne. Des heures durant. Les factures de mutuelle que j'avais avancées. Les courses au Leclerc Drive que j'avais payées, parce que maman était fatiguée et n'avait pas le temps. Les 80 € pour le plombier. Les 120 € pour le vétérinaire du chien de ma tante, oui, vraiment. Et le gros morceau, les 2000 € de caution pour le premier appartement de Bastien à Paris, celui qu'il avait quitté en laissant des mois de loyer impayés. C'est un investissement pour son avenir, ma chérie, m'avait dit ma mère. Il faut bien qu'il se lance. À 4 heures du matin, j'ai cliqué sur l'icône « Somme » en bas de la colonne « Montant ». Le chiffre s'est affiché. 25 340 €. En 3 ans. J'ai eu la nausée. Pas une image, une vraie nausée physique. Je me suis précipitée aux toilettes et j'ai vomi. J'ai vomi ma rage, mon chagrin, et surtout, ma honte. Ce n'était pas de la colère contre eux, à ce moment précis. C'était de la honte contre moi-même. La honte pure et dévorante de m'être laissé faire à ce point. La honte d'avoir été si aveugle, si pathétiquement désespéré d'obtenir leur approbation que j'avais financé ma propre destruction. J'avais payé 25 340 € pour qu'ils puissent me mépriser et m'appeler « idiote ». J'ai imprimé chaque ligne. 12 pages. J'ai sorti un vieux classeur rouge du placard. J'ai mis les feuilles dans des pochettes plastiques. Le classeur de la vérité. Le lendemain matin, les yeux gonflés mais l'esprit clair, j'ai appelé Françoise. C'est ma mentor, une ancienne collègue graphiste qui a monté sa propre boîte. Elle a 60 ans, elle a tout vu, tout vécu. Elle a ce regard perçant qui voit à travers les conneries. Nous avons pris un café près de la cathédrale de Reims. Le froid était mordant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai posé le classeur rouge sur la table en métal, entre nos 2 cafés fumants. Regarde. Elle a lu. Page après page. Sans un mot. Son visage, d'habitude si souriant, s'est durci. Quand elle a vu la dernière page, le total, elle a levé les yeux vers moi. Et en plus de tout ça, ils t'ont banni de Noël, dit-elle. Ce n'était pas une question. Et Bastien a volé mon portfolio pour décrocher un job à Paris, ai-je ajouté. Françoise a fermé le classeur. Elle a posé sa main sur la couverture rouge. Ma chérie, dit-elle de sa voix grave. Ils n'ont pas besoin d'une fille. Ils ont besoin d'un distributeur automatique. D'une banque. Et il est grand temps que cette banque ferme ses portes. Définitivement. Elle a ajouté, j'ai vu ça une fois, avec mon propre frère. Parfois, la seule façon d'aider les gens, c'est d'arrêter de les aider. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu sais ce que tu dois faire, Aveline. Je savais. J'ai bu mon café d'une traite.
J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone, là, dans le café. Le premier clic était le plus difficile. Le reste était une libération. Rentrer chez moi après ce café avec Françoise a été comme marcher dans un rêve. La décision était prise, gravée dans la pierre. Le brouillard de tristesse et de rage s'était dissipé, remplacé par une clarté froide, chirurgicale. Ce n'était pas un acte de colère impulsive. C'était une opération de survie. Une amputation nécessaire pour sauver le reste du corps. Je me suis assise à mon bureau. J'ai rallumé l'ordinateur. L'application de ma banque était toujours ouverte sur mon téléphone, mais j'allais faire ça proprement, depuis mon ordinateur. Le premier clic. Le plus symbolique. Le prélèvement automatique du crédit immobilier de la maison d'Épernay. 720 € par mois. Il était enregistré sur mon compte depuis ce fameux mois où la banque avait fait une erreur. Ça faisait 8 mois qu'il oubliait de régulariser la situation. 8 mois que je n'avais rien dit. Gérer mes prélèvements. Crédit mutuel, échéance Pascal Roux. 3 options, modifier. Suspendre. Révoquer. J'ai cliqué sur Révoquer. Un pop-up est apparu, êtes-vous sûr de vouloir révoquer cette autorisation de prélèvement? Cette action est irréversible. J'ai pensé à idiote. J'ai pensé à mon portfolio volé. J'ai pensé aux 25 340 €. J'ai cliqué sur Confirmer. Statut, révoqué. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Un poids venait de quitter mes épaules. Le suivant. EDF. L'électricité de la maison familiale. J'étais connecté à leur espace client depuis si longtemps que mon ordinateur connaissait le mot de passe. Gérer mes paiements. Mon RIB était là, coché comme moyen de paiement principal. Paiement automatique activé. Je n'ai pas seulement supprimé mon compte. J'ai été plus maligne. Je ne voulais pas qu'ils m'appellent en panique dans 2 jours. Je voulais que la réalité les frappe au moment opportun. Modifier le moyen de paiement. J'ai fouillé dans mes emails. J'avais gardé un vieux RIB de mon père, datant d'une fois où il avait voulu me rembourser 20 €, il ne l'avait jamais fait. J'ai entré son IBAN. J'ai validé. Votre nouveau moyen de paiement a été pris en compte. Le prochain prélèvement sera effectué sur le compte terminant par XXXX. La facture irait chez lui. Le prélèvement serait présenté sur son compte. Qu'il soit approvisionné ou n'en était plus mon problème. Le plus compliqué, Orange. Le forfait, famille, pour 4 lignes. Le contrat était à mon nom. Je l'avais souscrit il y a des années pour eux, j'étais jeune et stupide. Je ne pouvais pas simplement arrêter de payer, j'étais légalement responsable. J'ai appelé le service client. J'ai pris ma voix la plus professionnelle, la voix Aveline graphiste freelance. Bonjour, je suis Madame Aveline Roux, titulaire de la ligne 06 20 20. Je souhaiterais céder la propriété de mon contrat « famille » à ma mère, Madame Sylvie Roux, qui est l'une des bénéficiaires principales. L'opérateur a été surpris. C'est une procédure un peu longue, madame. Il y aura des frais de transfert de 15 €. Je les accepte. Faites le nécessaire. Il m'a expliqué que ma mère devrait confirmer de son côté, mais que la demande de cession était enregistrée. J'ai aussi demandé à ce que ma propre ligne, celle que j'utilisais, soit désolidarisée du pack « famille » et transformée en un forfait individuel de base SOCH. C'est noté, Madame Roux. Votre mère recevra un SMS de confirmation à valider. La modification sera effective sous 48 h. Clic, je savais que ma mère ignorerait le SMS, mais le processus était enclenché. L'important était que mon nom n'y soit plus associé. Dernier détail. Le compte Netflix. Le compte Spotify, famille. Tous à mon nom. Tous payés par mois. J'ai changé les mots de passe. Un par un. Puis je me suis déconnecté de tous les appareils. J'ai regardé l'écran. Mon cœur battait à tout rompre. Une voix dans ma tête, la voix de la petite Aveline, celle qui voulait juste faire plaisir, hurlait « Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont te détester. Tu vas être complètement seule. » C'était la peur.
La vieille peur familière d'être abandonnée, celle qui m'avait coûté 25 340 €. Mais l'image de mon portfolio, de mon avenir, sur l'ordinateur de Bastien est revenue. La peur s'est tue. J'ai fermé l'ordinateur. C'était fait. Mon téléphone est resté silencieux pendant 48 heures. C'était un silence merveilleux et terrifiant. Je ne savais pas que la bombe que je venais d'amorcer n'exploserait pas avant le 27 du mois, le jour où les banques traitent les paiements. Le 24 décembre est arrivé. Le jour du réveillon. Je me suis réveillée dans mon studio à Reims. Le silence était absolu. Pas de « Joyeux Noël » de la part de ma famille. Pas de « Tu viens à quelle heure ?» Pas de « N'oublie pas la bûche ». Rien. L'exclusion était totale, officielle. Je ne vais pas vous mentir. J'ai pleuré. Je me suis assise sur mon canapé, un plaid sur les genoux, le chauffage électrique faisant un bruit de soufflerie. Et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que j'étais bannie. Je n'ai pas pleuré à cause de l'argent. J'ai pleuré la famille que j'aurais voulu avoir. La famille des films de Noël. Celle qui rit, qui se chamaille, mais qui s'aime inconditionnellement. J'ai pleuré la famille qui n'a jamais vraiment existé, celle que j'essayais de maintenir en vie à coups de virements bancaires, comme un médecin s'acharnant sur un corps déjà mort. J'ai pleuré la petite fille en moi qui voulait juste que sa mère lui dise « Je suis fière de toi ». J'ai pleuré pendant 1 heure. Une bonne heure. Et puis, j'ai séché mes larmes. Assez. S'ils allaient festoyer, s'ils allaient manger de la dinde farcie et boire du champagne sur mon dos une dernière fois, car les factures de ce repas, c'était encore moi qui les avais payées indirectement, je n'allais pas, en plus, leur donner ma soirée. C'était mon Noël aussi. Je me suis levée. J'ai mis de la musique. Pas des chants de Noël. Du rock. Fort. J'ai pris une longue douche chaude. J'ai mis cette robe en velours vert que je gardais pour une occasion spéciale. Quelle occasion plus spéciale que de se choisir soi-même ? De célébrer sa propre renaissance ? J'ai regardé dans mon frigo. Il était à moitié vide. Des yaourts et une bouteille d'eau. J'ai ri. Un rire sec, un peu rouillé. J'ai mis mon plus beau manteau, mon écharpe, mes gants. Je suis sortie. Les rues de Reims étaient calmes, les gens se dépêchaient de rentrer chez eux. Je suis allée chez le petit traiteur au coin de ma rue, juste avant qu'il ne ferme. J'ai acheté ce qui me faisait envie, sans regarder le prix. Des coquilles Saint-Jacques, un petit morceau de foie gras juste pour moi, un risotto aux truffes à réchauffer, et une demi-bouteille de champagne. Pas n'importe lequel. Celui d'une bonne maison. Le genre de bouteille que Bastien aurait prétendu acheter. De retour chez moi, j'ai mis la table. Pour une personne. Avec ma plus belle vaisselle, celle que je ne sors jamais. J'ai allumé des bougies. J'ai cuisiné mes coquilles Saint-Jacques. J'ai fait sauter le bouchon de champagne. Le bruit a claqué dans le silence de l'appartement. J'ai porté un toast. À moi. Et j'ai mangé le meilleur repas de Noël de ma vie. Seul. Mais pas solitaire. J'étais en ma propre compagnie. Vers 22 heures, alors que je savourais mon risotto, mon téléphone a vibré. Je l'avais laissé en mode silencieux, mais l'écran s'est allumé. Un message privé sur Facebook. Ma tante Hélène. Une photo. Elle, mon oncle Serge, mes parents, Bastien et sa fameuse Manon. Tous souriants, une coupe de champagne à la main, devant le sapin de mes parents. Et ce texte, on pense bien à toi. Dommage que tu sois si têtu. Il y a une super ambiance, Bastien nous a raconté son nouveau job. Joyeux Noël quand même. La condescendance. La pitié feinte. La petite pique finale. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai regardé la photo. Il souriait. Il trinquait. Il mangeait dans une maison chauffée par mon argent, sous une lumière payée par moi. J'ai pris une seule photo. Moi. Dans ma robe en velours vert, un léger sourire aux lèvres, souriant à l'objectif, ma coupe de champagne à la main. En arrière-plan, mon assiette de risotto aux truffes. Je l'ai posté sur Instagram. Légende, joyeux Noël à moi-même. Parfois, la meilleure compagnie, c'est soi-même.
Santé. Puis, je suis retournée sur Facebook. J'ai regardé le message de ma tante. Je n'ai pas répondu. J'ai cliqué sur son profil. J'ai cliqué sur bloquer. J'ai éteint mon téléphone. Complètement. J'ai mis un vieux film en noir et blanc. J'ai fini ma coupe de champagne. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Le 25 et le 26 sont passés. J'ai travaillé un peu sur un nouveau projet personnel, un portfolio pour moi. J'ai fait une longue promenade dans Reims déserté. Et puis, le matin du 27 est arrivé. Le jour des prélèvements. Je l'avais presque oublié. J'ai rallumé mon téléphone en préparant mon café. Il s'est allumé à 9h01. Il a vibré. Maman. Et ce n'était que le début. Je prenais mon café. La première gorgée. Le téléphone, posé sur la table de la cuisine, a vibré. Maman. J'ai regardé l'écran. 1 seconde. 2 secondes. J'ai souri. Un petit sourire ironique. Et j'ai laissé sonner. La messagerie s'est enclenchée. À peine la notification de message vocal apparue, il a recommencé à sonner. Maman. J'ai bu une autre gorgée. J'ai laissé sonner. Encore. Maman. J'ai laissé sonner. Puis, papa. J'ai laissé sonner. Puis, tante Hélène. Ah, elle avait dû se rendre compte qu'elle était bloquée sur Facebook. J'ai laissé sonner. Pendant 3 heures, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. C'était une symphonie de panique. Je regardais les notifications s'accumuler sur l'écran de veille, comme un score qui augmente dans un jeu vidéo. Appel manqué, maman. Appel manqué, maman. Appel manqué, papa. Appel manqué, maman. Appel manqué, tante Hélène. Appel manqué, oncle Serge. Appel manqué, numéro inconnu, Bastien, sans doute. Appel manqué, maman. J'ai fini mon café. J'ai pris une douche. J'ai enfilé un jean et un pull confortable. Je me suis habillée. Lentement. Le téléphone continuait son vacarme. Des SMS commençaient à arriver. Aveline rappelle maman c'est urgent, problème banque rappelle, Aveline répond c'est pas drôle. J'ai commencé à écouter les messages vocaux, par pure curiosité scientifique. Le premier, de ma mère, 9h02, Aveline ? Bonjour, c'est maman. Écoute, la banque a appelé, il y a un problème avec le compte. Le prélèvement du crédit a été, enfin, je ne comprends pas. C'est sûrement une erreur de leur part. Rappelle-moi vite. Sa voix était confuse, un peu agacée. Le deuxième, 9h15, Aveline, répond. Je t'ai dit de me rappeler. Le prélèvement du crédit a été rejeté. Tu te rends compte ? Rejeté. Ils vont nous prendre des frais. Tu dois appeler la banque tout de suite, c'est ton compte après tout. La panique montait. Elle était passée de la confusion à l'ordre. Le troisième, 9h30, mais qu'est-ce que tu as fait, Aveline ? Qu'est-ce que tu as fait ? Le banquier vient de m'appeler. Il a dit que le prélèvement avait été révoqué. C'est toi qui as fait ça ? Non, mais tu es folle ? Tu veux nous tuer ? Appelle-moi immédiatement. Elle hurlait. Le quatrième, de mon père, 9h40, Aveline, ma chérie, ta mère est dans tous ses états. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une histoire avec la banque. Appelle-nous, s'il te plaît. Sa voix était faible, suppliante. Le cinquième, de ma tante Hélène, 10h10, espèce de petite ingrate. C'est comme ça que tu remercies tes parents ? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu essaies de les mettre à la rue ? Tu vas le regretter, je te le dis. J'ai arrêté d'écouter. C'était toujours la même chose. Colère, incompréhension, menace, culpabilisation. À midi, j'ai regardé mon journal d'appels. 87 notifications. Appels manqués, messages vocaux, SMS. Le dernier SMS de ma mère, écrit en majuscule, était le bouquet final. La banque menace de saisir la maison SION ne paye pas sous 48 H. Tu nous as tués. Tu as tué ton père.
Il est tout pâle. Je te hais. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais parfaitement calme. La culpabilité n'avait pas prise. La rage froide m'avait blindé. J'ai pris mon sac. J'ai vérifié que le classeur rouge était bien dedans. J'ai répondu par SMS à ma mère. Un seul message. J'arrive d'Épernay dans 30 minutes. Préparez-vous. C'était un petit mensonge. J'étais à Reims. Mais ça leur donnait l'impression que j'étais déjà en chemin, ça ajoutait à la pression. J'ai pris mes clés de voiture. J'ai descendu les escaliers de mon immeuble. J'ai conduit les 35 minutes qui séparent Reims d'Épernay. La radio jouait des chansons de Noël démodées. J'ai chanté par-dessus. Le classeur était posé sur le siège passager, comme un collègue silencieux, un avocat prêt à plaider. Ce n'était pas une visite familiale. C'était un audit. Et des têtes allaient tomber. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je me suis garé devant la maison de mon enfance. La maison que mes prélèvements avaient sauvée. Je suis entré sans frapper. La clé que j'avais depuis 10 ans fonctionnait toujours. L'odeur dans la maison était un mélange étrange de dinde froide, de café brûlé et de panique pure. Ils étaient tous dans la cuisine. Comme si la pièce avait été gelée dans le temps depuis mon appel. Ma mère, Sylvie, assise à la table, le visage bouffi de larmes de rage. Mon père, Pascal, debout près de la fenêtre, le teint gris, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 heures. Il regardait le jardin sans le voir. Et, surprise, ma tante Hélène et mon oncle Serge étaient là aussi, assis comme des juges, comme des vautours venus assister à la curée. Le silence est tombé quand je suis entré. Un silence lourd, électrique. 4 pères Dieu se sont tournés vers moi. C'est ma mère qui a explosé en premier. Alors te voilà. Enfin. Espèce de... Comment as-tu pu nous faire ça? À tes parents? Tu veux nous voir sous les ponts? Tu veux que ton père fasse une autre crise cardiaque? Bonjour, maman, dis-je calmement. Ma voix était basse, égale. Bonjour papa. Bonjour tante Hélène, oncle Serge. Vous tombez bien, vous êtes concernés aussi. J'ai posé mon sac sur le sol. J'ai sorti le classeur rouge. Je l'ai posé sur la table en bois, la table où j'avais fait mes devoirs pendant 15 ans. Il a fait un bruit sourd. Moi? Je n'ai rien fait, dis-je en la regardant droit dans les yeux. J'ai juste arrêté de faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore tes comptes d'apothicaire, grogna mon oncle Serge en désignant le classeur. C'est la comptabilité, répondis-je. Puisque vous semblez tous avoir des problèmes de mémoire, j'ai apporté un aide-mémoire. Ouvrez-le. Allez-y, papa. Mon père s'est approché lentement, comme un automate. Il a ouvert le classeur. Il a regardé la première page. La liste des prélèvements du crédit immobilier. Page 1, commençai-je, comme une présentatrice lors d'une réunion. Le crédit de la maison. 720 € par mois. Payé depuis mon compte pendant les 8 derniers mois. Total, 5 760 €. Révoqué hier. Ma mère est devenue blanche. Ce n'était que temporaire. Tu avais dit que tu nous aidais. Page 2, continuai-je en tournant la page, ignorant sa remarque. Les factures EDF. 150 € par-ci, 200 € par-là. Total, 1850 € sur un an. Le RIB a été modifié. C'est le vôtre qui est enregistré maintenant. Page 3. Le forfait Orange. 89,99 € par mois. 36 mois. Total, 3 239,64 €. La session est en cours. Page 4. Les prêts divers. Mon père a pâli. Ma tante Hélène a arrêté de respirer. 550 € pour les pneus de papa. 300 € pour la chaudière. 200 € pour, oui, le vétérinaire de ton chien, tante Hélène.
J'allais te les rembourser, siffla-t-elle. C'était il y a 1 an, répondis-je froidement. J'ai tourné la page. Page 5. Le dossier, Bastien, point. À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte. Bastien est entré, sifflotant, des écouteurs sur les oreilles. Alors, c'est quoi ce cirque? J'ai reçu 15 appels de maman, elle est. Il s'est arrêté net. Il a vu la scène. Il m'a vu. Il a vu le classeur. Son sourire arrogant s'est évanoui. Ah, Bastien, dis-je avec un sourire glacial. Le lauréat. On t'attendait. On en était justement à ton dossier. 2000 € de caution. 500 € de dépannage. 200 € pour ta copine. Total, 4100 €. Tu es complètement folle, a-t-il craché, retrouvant sa contenance. Tu es jalouse. Tu essaies de diviser la famille parce que tu n'as pas de vie. Diviser la famille, répétai-je. Non. Je montre juste la vérité. J'ai sorti mon téléphone. Tu parles de pathétique? Parlons de ton job chez Alpha Marketing. J'ai ouvert la story Instagram de Manon. J'ai mis le téléphone au milieu de la table. Parlons de ce portfolio incroyable, point. J'ai sorti la 2e liasse de feuilles de mon sac. Les impressions couleurs de mon travail. Mon projet, Veuve Renard. Je les ai étalées à côté du téléphone. Ça te dit quelque chose, Bastien? C'est mon projet. C'est ma typographie. C'est mon avenir. Celui que tu as volé sur mon ordinateur le mois dernier. Le silence. Un silence de mort. Mon père a regardé les impressions, puis l'écran du téléphone, puis Bastien. Ses mains tremblaient. Bastien. Sa voix était un murmure. C'est vrai? Dis-lui que c'est faux. Bastien ne répondit pas. Il était livide. Il regardait sa mère, tante Hélène, comme un enfant pris en faute. Ma mère. Elle a regardé son Golden Boy. Son fils prodige. L'horreur sur son visage n'était pas pour moi. Elle était pour lui. Elle venait de comprendre. Elle venait de comprendre que son idiote de fille avait financé l'escroquerie de son neveu adoré. Le Golden Boy venait de s'effondrer. Mais le silence de ma mère était le plus effrayant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la honte pure. La bataille était gagnée, mais la guerre n'était pas finie. J'ai fermé le classeur. Le bruit sec du plastique a résonné dans la cuisine silencieuse. Voilà, dis-je calmement. La banque est fermée. Les comptes sont faits. Vous avez le numéro du banquier, maman. Vous avez 48 heures. J'ai repris mon sac. J'ai laissé le classeur sur la table. Un cadeau d'adieu. Aveline, attends. Commença mon père, la voix brisée. Il a fait un pas vers moi. Non, dis-je, sans élever la voix. J'ai assez attendu. J'ai attendu votre respect. J'ai attendu votre amour. Ou au moins, un peu de décence. Je n'ai rien eu. Je ne veux pas de remboursement. J'ai regardé le total de 25 340 € sur la couverture. Considérez ça comme le prix de ma liberté. Je veux juste récupérer ma vie. J'ai regardé Bastien, qui fixait le sol, incapable de croiser mon regard. Ma tante Hélène était figée, la bouche ouverte. Bonne chance pour ton nouveau job, Bastien. J'espère sincèrement que tu es assez bon pour le garder sans moi. Parce que Alpha Marketing va recevoir un email de ma part ce soir. Un email très détaillé. Avec les fichiers originaux, les dates de création, les preuves d'antériorité de mon travail. On verra ce qu'ils pensent de leur nouvelle recrue incroyable. Point. Le visage de Bastien est passé du blanc au vert. Il a murmuré quelque chose comme « Tu peux pas faire ça ». Regarde-moi bien, lui ai-je lancé. J'ai regardé ma mère, qui pleurait en silence, ses larmes tombant sur la table en bois. Tu m'as appelée idiote, maman. L'idiote, c'était celle qui croyait que cet argent pouvait acheter votre amour. Elle est partie. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi.
C'était mon père. Aveline. Je n'ai pas ralenti. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré et je suis partie. La suite a été compliquée. La vie n'est pas un film hollywoodien. Il n'y a pas eu de résolution parfaite le lendemain, pas de générique de fin heureux. Ce fut un chaos lent et douloureux. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé. J'ai longuement hésité, puis j'ai décroché. Sa voix était cassée. Aveline. Je suis désolée. Je n'avais pas mesuré. J'étais tellement obnubilée par l'idée de son succès, de sa réussite. J'ai oublié ma vraie fille. Celle qui a toujours été là. Celle qui a payé. J'ai honte. C'était maladroit. C'était incomplet. Il n'a pas défendu ma mère, il l'a juste évitée. Mais c'était la première fois qu'il me voyait. J'ai dit, merci, papa. J'ai besoin de temps. Beaucoup de temps. Ma mère, ce fut une autre histoire. Une semaine a passé. Pas un appel. Puis un SMS. Un seul. Ton père est très stressé. Son cœur est fragile. Ce que tu as fait, c'est très dur pour lui. Tu ne devrais pas lui faire ça. Tu ne veux pas passer le voir? Juste pour lui. Le piège. Le bon vieux piège de la culpabilité. Son cœur est fragile. Ma faute. Toujours ma faute. J'ai respiré profondément. J'ai pensé à la Aveline d'avant, celle qui aurait sauté dans sa voiture, rongée par la culpabilité. J'ai répondu, après 1 heure, je suis heureuse de lui parler au téléphone s'il le souhaite. Mais je ne viendrai pas à Épernay. Et je n'apporterai pas d'argent. Elle n'a pas répondu. Et Bastien? Oh, Bastien. Il a essayé de m'appeler avec un numéro masqué. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu un long message vocal, laissé à 3 heures du matin. 5 minutes de pleurnicherie, d'auto-apitoiement. Ce n'était pas vraiment de sa faute. C'était Manon qui lui mettait la pression. C'était moi qui ne comprenais pas la compétition à Paris. C'était juste quelques idées qu'il avait empruntées. Il était sûr que je comprendrais. Et puis la fin. La cerise sur le gâteau de l'audace. Écoute, je sais que j'ai merdé. Mais je vais tout arranger. Alpha Marketing m'a convoqué, ils veulent clarifier des choses. C'est à cause de ton email, t'as tout foutu en l'air. J'ai juste besoin d'un peu de liquidité pour me relancer. J'ai un autre plan. Tu pourrais me prêter juste 500 €? Juste pour payer le premier mois de loyer? Je te jure que je te rembourse dès que. Je n'ai pas écouté la suite. J'ai effacé le message. J'ai appuyé sur Info. J'ai fait défiler vers le bas. Bloquer ce contact. J'ai cliqué. J'ai respiré. C'était la meilleure sensation du monde. Mais il restait une personne à qui je devais faire face. Vraiment faire face. Ma mère. Une autre semaine s'est écoulée. J'ai reçu un message de mon père, ta mère veut te voir. Elle n'est pas bien. J'ai failli refuser. Mais je savais que pour tourner la page, je devais avoir cette conversation finale. J'ai accepté. Mais j'ai posé mes conditions. Ni chez moi, ni chez vous. Terrain neutre. Un café dans le centre de Reims. Demain, 15 heures. Elle a accepté. Elle est arrivée au café, l'air fatigué. Elle avait maigri. Elle portait une écharpe que je lui avais offerte il y a 2 ans. Elle s'est assise en face de moi, évitant mon regard. Elle a commandé un café crème et a commencé à parler de la météo. Du froid. De la voisine qui avait glissé sur le verglas. Je l'ai laissé parler pendant 5 minutes. Puis je l'ai coupé, doucement mais fermement. Maman. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Elle a baissé les yeux. Elle a remué son café, encore et encore. Je ne sais pas, Aveline. Tu me manques. Les larmes lui sont montées aux yeux. J'ai senti une pointe de la vieille culpabilité. Je l'ai repoussée. C'est moi qui te manque? Aveline, ta fille? Ou c'est le distributeur automatique qui te manque? Elle a tressailli.
C'était dur. Mais c'était nécessaire. Aveline, ne dis pas ça. Comment peux-tu penser ça? Comment? Après le texto? Après, idiote? Après avoir laissé Bastien me voler mon avenir sous ton nez? Maman, dis-moi la vérité. Pour une fois. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne serai plus jamais ta banque. Jamais. Est-ce que tu peux m'aimer, moi, Aveline, ta fille, sans l'argent? Ou est-ce que tu as juste besoin de ton sauveur pour te sentir bien, pour cacher la poussière sous le tapis? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé par la fenêtre, vers la cathédrale qui se découpait dans le ciel gris. Et elle a pleuré. Pas les larmes de rage de la cuisine. Des larmes silencieuses, épuisées. Des larmes de honte. J'avais si honte, a-t-elle murmuré, si bas que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Honte. Honte que ton père et moi n'y arrivions plus. Honte d'être plus pauvres que nos voisins. Honte de ne pas avoir réussi à mettre de côté. Le succès de Bastien, même si je savais au fond que c'était du vent, c'était plus facile d'y croire. C'était comme une bouée de sauvetage. Et toi, tu étais si capable, si forte. C'était si facile de te laisser payer. Si facile de te laisser gérer. Je suis désolée, Aveline. J'ai été une mère épouvantable. Ce n'était pas une excuse parfaite. Ce n'était pas une absolution. Mais c'était la vérité. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin d'honnêteté. Je comprends, dis-je, et c'était vrai. Je comprends la honte. Mais ça doit changer. Je ne peux plus être votre bouée. Vous devez apprendre à nager. Seul. Des mois ont passé. Nous sommes presque un an plus tard. Je travaille sur mon nouveau portfolio. Il est encore meilleur que l'ancien. J'ai envoyé un email à Alpha Marketing, comme promis. Je n'ai pas eu de réponse directe, mais j'ai appris via une connaissance que Bastien n'avait pas passé la période d'essai. Apparemment, il ne pouvait pas vraiment faire le travail pour lequel il avait été embauché. Il est retourné vivre à Épernay, chez ses parents. Mon père m'appelle une fois par semaine. On ne parle pas d'argent. Il me demande des nouvelles de mon travail. Il me raconte qu'il a commencé à faire du jardinage. C'est maladroit. Mais c'est un début. Maman et moi, on essaie. On se voit pour un café, une fois par mois. C'est fragile. Elle m'a dit qu'ils avaient restructuré leur crédit auprès de la banque. Qu'ils s'en sortaient, difficilement, mais ils s'en sortaient. Aujourd'hui, je suis au marché de Noël de Reims. Seul. Il fait froid, l'air sent le vin chaud et le pain d'épices. Je tiens un gobelet de vin chaud entre mes mains. Je regarde les lumières de la cathédrale. Je suis seule, mais je ne suis pas solitaire. Pour la première fois de ma vie, mon argent est à moi. Mon avenir est à moi. Mon nom est à moi. Je ne sais pas à quoi ressemblera le prochain Noël. Peut-être que j'irai à Épernay pour le dessert. Peut-être que je prendrai un billet d'avion pour Strasbourg, ou Vienne. Ce que je sais, c'est que ma valeur n'était pas inscrite dans le classeur. Ma valeur, elle était dans le courage que j'ai eu de le fermer. Cette histoire vous parle-t-elle? Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre propre bien-être? Avez-vous déjà dû tracer une ligne rouge infranchissable? Partagez vos histoires dans les commentaires. Votre voix est importante. Nous sommes nombreux à avoir vécu cela, et lire vos expériences nous aide tous à nous sentir moins seuls. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de liker et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Prenez soin de vous.